Depuis près de 4 ans, la Russie dépense des milliards pour l'invasion de l'Ukraine. Une guerre censée durer quelques jours a finalement ravagé l'économie russe, réduisant les services publics et épuisant les fonds de réserve. Vladimir Poutine a demandé à toute une nation de se plier en quatre pour soutenir une guerre qu'il a lui-même déclenchée. Finalement, quelque chose devait céder, et c'est le peuple russe qui en paie le prix. Craque alors que la guerre de Poutine se retourne contre lui. Et si le dirigeant russe n'agit pas rapidement, le prochain hiver de mécontentement pourrait bien être celui qui mettra fin à ses ambitions en Ukraine. C'est du moins ce qu'affirme un article du Kyiv Post du 27 novembre qui rapporte que la Russie s'apprête à affronter une saison froide avec de grandes difficultés économiques. Bien que les pourparlers de paix avancent en privé, ce n'est pas qu'une question financière concernant une minorité du pays. Les prix flambent même sur les biens les plus essentiels dont le russe moyen a besoin. La demande a chuté car les Russes ont mis à court d'argent privilégiant leur survie. Des perturbations d'approvisionnement continues et des problèmes causant une détresse budgétaire généralisée nuisent à l'économie russe, menaçant de récession. Le peuple russe commence à souffrir de la guerre en Ukraine, avec l'impact le plus tangible de la vision étroite de Poutine étant les frappes constantes de drones à longue portée qui parsèment le pays. En Russie, les sirènes d'alerte aérienne retentissent souvent, l'Ukraine frappant régulièrement les sites pétroliers et énergétiques. Ces frappes ont un impact économique durable sur la Russie, que nous verrons plus tard dans la vidéo. Cependant, c'est l'ampleur de ces attaques qui a conduit à la guerre de Poutine, ayant une influence sur le russe moyen, qui n'était jamais censé ressentir les effets de l'invasion de l'Ukraine. D'immenses régions de la Russie sont désormais exposées aux drones ukrainiens. Les régions frontalières, longtemps cruciales pour l'acheminement des troupes, du matériel et du carburant vers les zones occupées d'Ukraine, sont désormais des cibles évidentes. Cependant, l'Ukraine n'a pas non plus hésité à mettre en avant toute la gamme de certains de ces drones incroyables. Il est conçu spécifiquement dans le but de saper les finances de la Russie. Le 4 novembre, PBS News a rapporté que des drones ukrainiens avaient frappé avec succès une usine industrielle russe à environ 1300 km, 800 miles, de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Ce genre d'attaque n'était jamais censé se produire. Les régions éloignées de la Russie étaient censées être en sécurité. Le centre de politique de la Caspienne tient une carte en temps réel des raffineries russes ciblées par les drones ukrainiens. Ces raffineries transforment le pétrole brut en produits pétroliers utilisables, comme l'essence et le diesel. La Russie a besoin de ces produits pour sa demande, ravitailler ses soldats et obtenir des revenus d'exportation. Entre janvier 2024 et le 16 mars 2025 selon le centre, l'Ukraine a lancé 61 frappes de drones contre 24 raffineries. Ces frappes se sont intensifiées au cours de la seconde moitié de 2025. L'Ukraine adapte sa stratégie en frappant plusieurs fois les mêmes raffineries. La Russie les répare, puis l'Ukraine les rend de nouveau hors service. Ces frappes répétées à longue portée ont forcément un impact psychologique sur les Russes ayant cru leur président, quand il leur a dit que la prétendue opération militaire spéciale serait terminée. En quelques semaines, l'arrogance de Poutine lui a fait croire que cela n'arriverait jamais à la Russie. Il avait tort. Le peuple russe doit affronter les explosions et la menace permanente des drones, sans jamais être certain qu'ils ne dévieront pas de leur trajectoire pour les toucher chez eux. Mais c'est sur le plan économique que les vrais dégâts surviennent. Les attaques ukrainiennes contre l'énergie russe ne sont pas les seules à affaiblir la Russie. Les revenus énergétiques élevés et les mesures de relance qui ont rendu la Russie économiquement résiliente s'estompent, et des signes de fatigue apparaissent. Le grand bâillement russe révèle une nation qui ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps, comme le révèle Alexandre Gabouev, directeur du centre Carnegie Russie-Eurasie. Selon Alexandre Gabouev, les indicateurs économiques montrent qu'il serait préférable pour la Russie de mettre fin à la guerre immédiatement. Pour vouloir arrêter la guerre, il faut toucher le fond. La Russie n'y est pas encore. Peut-être pas encore, mais le bord du gouffre se profile à l'horizon, et la Russie ne montre aucun signe de ralentissement, avant de plonger tout droit dedans. Comment le savons-nous ? Plusieurs facteurs montrent que le russe moyen et l'économie sont examinés de près, en commençant par la combinaison mortelle de la hausse des prix, alors que le pouvoir d'achat des consommateurs diminue. En Russie, les prix montent désormais plus vite que les salaires, une première depuis des années. Une femme russe nommée Elena le confirme, déclarant à Bloomberg le 26 novembre qu'elle a modifié ses habitudes d'achat. Et elle dit qu'elle achète moins de vêtements et que la perspective d'acheter des produits importés n'est plus envisageable. Trop cher, donc pour Elena, c'est produits locaux ou rien. Bien sûr,
Le témoignage d'une seule personne sur les difficultés à faire face à la hausse des prix en Russie ne constitue pas une preuve d'un problème à l'échelle nationale, mais les chiffres confirment ce qu'elle dit. La Russie subit une forte inflation depuis plus d'un an. En novembre 2024, France 24 a indiqué que l'inflation en Russie avait atteint 9% en été et baissé à 8,5% en octobre. Cette hausse a conduit la Banque centrale de Russie à porter le taux d'intérêt de base à 21%. Même si ce taux a baissé, 2025 n'a pas été beaucoup mieux pour la Russie concernant l'inflation. Le début de l'année en cours a apporté un mois de janvier marqué par une inflation de 99% selon les rapports de Trading Economic. Au cours des 3 mois suivants, le taux d'inflation de la Russie a dépassé les 10%, et il n'est tombé en dessous de la barre des 8% qu'à partir de septembre. Le Kiev Post rapporte que l'inflation a diminué à 68% en novembre. C'est un niveau qu'elle n'avait pas atteint depuis un an, avec des séquelles visibles. Cette baisse n'est pas liée à une politique économique habile de la Russie. L'inflation baisse car la demande des consommateurs a tellement chuté qu'aucune autre issue n'était possible. Acheter une maison en Russie actuellement, c'est impossible. Le 27 novembre, le Moscow Times a indiqué que seuls 83% des Russes peuvent économiser l'apport de 20% pour acheter un bien immobilier dans les 2 ans. En Russie, avec un salaire médian, il faut plus de 6 ans pour économiser l'apport, car l'immobilier et les prix augmentent partout. Cette baisse de la demande est constatée dans toute la Russie. Le Kiev Post cite des données de l'indice SPAR de Russie qui, selon lui, montrent que les Russes réduisent leurs achats alimentaires. Les ventes au détail de lait, porc, sarrasin et riz ont baissé de 8 à 10% en septembre et octobre. Les Russes n'achètent pas de maison, ils ne peuvent pas se permettre de nouveaux vêtements. Même les aliments de base qu'ils achèteraient pour l'hiver voient leurs ventes chuter fortement. Tout cela car ces aliments coûtent plus cher. Sur fond de stagnation des salaires en Russie, ce ne sont pas les signes d'un pays en bonne santé. Et nous ne faisons que commencer. La focalisation de Poutine sur la transformation de la Russie en économie de guerre a dévasté tous les secteurs industriels russes hors production d'armes pour l'Ukraine. La production ralentit, touchant même le secteur de la défense. Le propre centre de recherche stratégique de la Russie souligne le problème, notant que la croissance du produit intérieur brut, ou produit intérieur brut du pays, s'est effondrée tout au long de 2025. Au premier trimestre de l'année, cette croissance est tombée à 14%. Au deuxième trimestre, elle atteignait 11%, puis seulement 0,6% au troisième trimestre 2025. Le grand zéro approche vite, et rien ne montre que la Russie va stopper sa croissance nulle. Une rétraction économique semble se profiler dans l'avenir du pays, surtout alors que de nombreuses industries s'effondrent. De nombreux facteurs ralentissent la croissance, mais certains exemples récents illustrent un problème plus large dans toute l'industrie russe. Le 6 novembre, The Insider a publié un rapport intitulé Les roues se détachent, affirmant que l'industrie du fret ferroviaire russe s'effondre. Quiconque connaît la logistique russe sait que le transport ferroviaire est essentiel à toute industrie ayant besoin d'acheminer des biens. Ainsi, l'effondrement de ce secteur suggère des problèmes économiques plus larges. En effet, l'informateur souligne que 20 des 24 industries russes ont décliné en même temps, créant une pénurie de produits à transporter pour les compagnies de fret. Ce n'est pas que la Russie n'a pas les trains, c'est qu'elle n'a rien pour les remplir. L'informateur affirme que les 9 premiers mois de l'année ont vu le chargement de marchandises chuter de 7%. Cela représente 60 millions de tonnes. Un wagon de marchandises russe transporte en moyenne 100 tonnes. 60 000 de ces wagons, ayant transporté des marchandises en 2024, sont restés à l'arrêt de janvier à septembre 2025. Ne sous-estimez pas l'importance de ce déclin du transport ferroviaire de marchandises. Même le secteur de la défense russe dépend des trains pour acheminer des armes et du matériel en Ukraine. Un tel déclin peut indiquer que la Russie manque d'argent et de ressources pour produire les armes nécessaires de ses soldats. Un exemple plus précis provient du secteur forestier russe. Le 27 novembre, le Moscow Times a indiqué que le secteur connaîtra une forte contraction en 2026 à cause d'un rouble fort, de taux d'intérêt élevés et des sanctions occidentales. Le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Mikhail Ourin, a souligné une tendance à la baisse qui pourrait, dans le pire des cas, entraîner une chute de la production de 20 à 30% en 2026. Ce genre de problème se produit partout en Russie et dans la plupart de ces industries. La demande d'acier a chuté, selon le Kiev Post. Il en est de même pour la demande de charbon, voitures, produits alimentaires et services financiers.
La dette des entreprises a grimpé en flèche pour atteindre 104%, tandis que la détresse de la dette des particuliers est passée à 12%, affirme le média. Beaucoup d'entreprises russes traversent une situation très difficile. Cela aggravera les problèmes de demande des consommateurs et du coût de la vie évoqué plus tôt. Quand les entreprises atteignent leurs limites, elles réduisent leurs coûts, souvent en licenciant d'abord des employés, des milliers de Russes. Déjà incapables d'acheter les produits de ces entreprises en difficulté, n'ont plus les salaires nécessaires pour acheter quoi que ce soit. La demande continuera de baisser et cette pression finira par faire plier l'économie russe. Cela se voit déjà avec la baisse de croissance du produit intérieur brut. Les attaques répétées de l'Ukraine contre les raffineries et infrastructures énergétiques russes n'aident en rien. Nous avons évoqué ces attaques plus tôt dans la vidéo, suggérant qu'elles ont entraîné des pénuries d'essence et de diesel produits localement par la Russie pour sa population. Les lois de l'offre et de la demande entrent en jeu ici, car les fournisseurs de carburant russes ont augmenté leurs prix. Chaque jour, les Russes font la queue à la pompe pour acheter une partie de l'essence qu'ils souhaiteraient obtenir. Fin octobre, le Moscow Times indiquait que le prix moyen de l'essence en Russie avait grimpé de 116% depuis début 2025. Les frappes ukrainiennes contre les raffineries sont clairement responsables, car elles sont devenues si intenses au milieu de l'année que jusqu'à 38% de la capacité de raffinage pétrolier russe était hors service. Si la Russie ne raffine pas son pétrole, elle ne produit pas assez d'essence, causant hausse de prix et pénuries évoquées. La Russie veut faire croire que la situation n'a aucun lien avec l'Ukraine. Pour Sergei Tsavilyov, ministre russe de l'énergie, les Russes sont responsables. Les messages concernant des arrêts temporaires dans certaines installations ont également alimenté des achats de panique et une hausse des prix sur les marchés d'échange. The Moscow Times l'a rapporté, une affirmation intéressante. Comment les Russes peuvent-ils faire des achats paniques d'essence alors que de nombreuses stations-service imposent des restrictions? Souvent, des plafonds de 30 litres s'empêchèrent de faire le plein de carburant. Les problèmes d'essence en Russie n'ont rien à voir avec les achats de panique. Ils se produisent parce que l'Ukraine frappe les raffineries de pétrole russe. Les consommateurs locaux subissent la hausse des prix et la pénurie de carburant, tandis que le Kremlin fait face aux nombreux problèmes causés par l'Ukraine. La Russie dépend des ventes de pétrole et de gaz pour son économie. Les pénuries nationales provoquent aussi un manque de carburant que la Russie peut exporter, selon le Kiev Post. Les revenus du pétrole et du gaz ont chuté de plus de 20% au cours des 10 premiers mois de l'année, affaiblissant les finances de l'État, selon le média. Et l'absence de revenus provenant du pétrole et du gaz signifie que la Russie doit puiser dans des fonds censés exister pour les situations d'urgence. Le déficit budgétaire a atteint 17% du produit intérieur brut en octobre et devrait atteindre 26% d'ici fin d'année, tandis que le gouvernement accroît les emprunts et prépare une émission d'obligations en dollars pour combler le déficit. La Russie vend aussi de grandes quantités d'or issues de son fonds national de richesse. C'est une autre façon pour elle de compenser la perte de revenus. Nous avons abordé ce sujet dans une vidéo, alors allez la voir pour en savoir plus sur la façon dont la Russie a brisé un grand tabou financier. À tout cela s'ajoute un problème auquel la Russie est confrontée presque depuis le moment où ses forces sont entrées en Ukraine. Les sanctions. Les sanctions occidentales expliquent en grande partie l'effondrement de nombreuses industries russes. De nombreuses entreprises dépendant de pièces occidentales ne peuvent plus s'en procurer. Ou alors, si elles le peuvent, elles doivent passer par des intermédiaires qui augmentent les prix au point que les pièces deviennent hors de prix. Poutine a rapidement compris que la production nationale en Russie dépend beaucoup plus de l'Occident qu'il ne le pensait. Chaque tour de vis des sanctions aggrave la myriade de problèmes économiques auxquels la Russie est déjà confrontée. Regardez ce que les États-Unis ont fait à la Russie en novembre. Selon une étude de 24 médias, les États-Unis ont sanctionné Rosneft et Lukoil, deux grandes entreprises énergétiques russes. Comme pour les frappes de l'Ukraine contre les raffineries et les infrastructures énergétiques de la Russie. Ces sanctions visent à limiter les revenus que la Russie tire des taxes. Elles facturent des entreprises comme celle-ci pour la vente de leurs produits. Moins de ventes de pétrole et gaz réduit les revenus, donc moins d'argent à taxer pour Poutine. Même la Chine, qui a financé Poutine en achetant massivement le pétrole russe pendant la guerre, commence à se retirer. Ariel Cohen de Forbes mentionne les actions des États-Unis sur le renforcement des sanctions, qualifiant cela de nœud coulant. C'est une manière aussi valable, puisque les États-Unis semblent vouloir forcer Poutine à négocier avec de telles mesures. La pression doit rester forte par les États-Unis et les alliés occidentaux de l'Ukraine, pour garantir que les sanctions accentuent la misère économique de la Russie. En ajoutant ces problèmes aux dépenses de guerre russes,
une crise se profile. Quand nous parlons de dépenses de guerre, il ne s'agit pas des milliards dépensés pour l'équipement. Cohen souligne que la Russie recrute environ 29 000 soldats par mois. Chacun de ces soldats gagne bien plus que le salaire moyen en Russie, et ils représentent autant un fardeau pour les finances du Kremlin que n'importe quoi d'autre. Pour prouver ce point, en juillet, le Moscow Times a rapporté que la Russie avait dépensé plus de 256 milliards de dollars pour le personnel militaire rien que pendant la première moitié de 2025. Doublez ce chiffre pour l'année entière, et vous obtenez plus de 51 milliards de dollars dépensés, sans prendre en compte les armes, les fournitures, le matériel d'entraînement, et tout le reste nécessaire pour faire tourner la machine de guerre de Poutine. La Russie ne pourra pas continuer ainsi encore longtemps. Cependant, le précipice dont nous avons parlé plus tôt dans la vidéo approche rapidement, et les réponses de Poutine face à l'effondrement de la colonne vertébrale économique russe ne sont pas suffisantes. Face à ces défis budgétaires, le gouvernement russe a accru sa dette via des ventes nationales coûteuses et prévoit d'introduire de nouveaux impôts, comme une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée et une taxe technologique sur l'électronique, rapporte United 24 Media. Ces mesures pourraient accroître les revenus, mais risquent d'augmenter la pression financière sur les petites entreprises et les consommateurs. C'est logique, les consommateurs incapables d'acheter les produits russes sont ceux que Poutine veut étouffer. Un proverbe sur le sang et les pierres serait utile au Kremlin. Comme la Russie ne peut pas compenser ces énormes pertes de revenus en essayant d'obtenir plus de roubles de la part de gens qui n'en ont pas à donner. En plus de ces hausses d'impôts, la Russie prétend que les sanctions occidentales paralyseront économiquement tant les pays qui les imposent que la Russie. Igor Seitchin, considéré par Reuters comme l'une des figures majeures du secteur énergétique russe, a ainsi déclaré: la politique persistante de sanctions occidentales contre la Russie et la Chine provoquera sûrement une nouvelle crise économique en Occident. Les politiciens occidentaux ignorent les risques auxquels ils font face. On dirait les paroles d'un homme conscient que les sanctions réduisent ses profits. Et ils tentent de le faire croire. La Russie dispose encore d'un levier énergétique contre de nombreux pays qui s'éloignent du gaz et du pétrole russe. Désespoir est un mot cruel. Mais c'est ce que cette Chine montre ici, tentant de convaincre l'Occident que les sanctions relèvent d'une destruction mutuelle assurée, plutôt que de leur réalité. Un outil qui peut être utilisé pour exercer davantage de pression sur Poutine et sa guerre en Ukraine, à un moment où la Russie est déjà au bord d'être aspirée par une tornade économique. L'Occident n'a pas besoin de lever ses sanctions. Au contraire, maintenir ce qui est en place, et utiliser davantage de sanctions pour exercer une pression accrue sur la Russie, va aggraver encore plus la crise qui a déjà englouti le pays. La Russie est déjà brisée. Le reste de ses principaux piliers s'effondrera en poussière, à moins que Poutine n'apporte rapidement de grands changements. Le changement pourrait prendre la forme de négociations de paix que les États-Unis tentent d'imposer à l'Ukraine et à la Russie. Le 21 novembre, les États-Unis ont proposé un plan de paix en 28 points et fixé une date limite à l'Ukraine pour l'accepter. Depuis, cette date est passée. Le plan est bien plus favorable à Poutine qu'il ne devrait l'être, et de nombreux changements doivent être apportés avant qu'il puisse même être envisagé. Découvrez l'essentiel sur ce plan dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur la situation économique en Russie. Merci de votre attention.